Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Ce matin, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Pierrot. Mathieu qui habite à Odessa en Ukraine. Alors j'étais à Odessa effectivement voilà, pendant près de 2 ans, mais je suis parti. En fait, j'avais bien pris au sérieux les menaces de guerre qui étaient nombreuses. Mais bon, j'avais de toute façon des affaires à régler en France. Et dès que j'ai passé la frontière, en fait, les bombardements avaient commencé, quoi. Donc j'ai été chanceux au niveau du timing. Mais Bon timing. tous les Français que je connais qui étaient à Odessa sont partis également. Euh, je connais encore quelques Ukrainiens et Ukrainiennes qui sont restés, notamment vers Kherson. Donc j'ai eu des nouvelles que ça allait, quoi. Tout le monde n'a pas de coupure d'électricité, par exemple, ou de choses comme ça. J'ai eu des nouvelles aussi de quelqu'un qui était sur Kharkov, mais qui est parti en France. Une autre personne qui s'est réfugiée en Autriche, l'Autriche qui a également accueilli des réfugiés ukrainiens. Je sais qu'il y a eu des kilomètres et des kilomètres de bouchons pour les Ukrainiens qui se réfugient en Pologne. Et on a vu qu'il y avait eu des bâtiments civils qui avaient été bombardés sous prétexte qu'ils auraient abrité des résistants, des opposants à la Russie, des résistants ukrainiens. Bon, voilà, c'est pas un prétexte, enfin, c'est un prétexte vraiment excessif pour bombarder les civils. Donc là, ils sont vraiment mis à dos une grande partie de la population ukrainienne qui a réagi par rapport à voilà, ces civils qui ont été assassinés, on peut dire. Et du coup, voilà, beaucoup d'Ukrainiens partent, quoi. Beaucoup d'Ukrainiens ont peur. Et pour moi, en fait, je pensais au début que c'est simplement des bases qui avaient été bombardées, des aéroports, du matériel militaire. Et en fait, de voir là que les civils sont attaqués, ça confirme en fait ce qu'avait déjà écrit Louis-Ferdinand Céline en 1937 en Bagatelle pour un massacre. C'est-à-dire que le bloc Est et le bloc Ouest, en fait, sont contrôlés par à peu près les mêmes oligarques, les mêmes personnes. Et je crois que en fait là, ce qui se passe en Ukraine, c'est un prétexte pour une escalade vers plus de conflits et peut-être prétexte vers une troisième guerre mondiale, en sachant que ces gens-là sont au courant de ce que tu dis depuis des années, quoi. C'est-à-dire que l'effondrement économique est inévitable compte tenu voilà, de la consommation des ressources et de l'augmentation de la population mondiale. Donc ils savent tout ça. Et finalement, en fait, le plan se déroule étape par étape, quoi. On a eu aussi voilà, le coronavirus qui est arrivé. Il y a eu des gens comme le professeur Montagnier qui ont dit voilà, que ce virus n'était pas naturel. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent. Finalement, on voit qu'il y a un agenda qui se déroule. Et voilà, moi, je crois que la Troisième Guerre mondiale a commencé, en fait. Et voilà, c'est parti, quoi. Alors, pour rester sur les civils en Ukraine, qu'est-ce que les gens, de ce que tu sais, puisque tu es parti juste au début du conflit, qu'est-ce que tu sais sur la préparation des gens, parce que c'était un conflit qu'on attendait depuis 2014. euh, Qu'est-ce que les gens du quotidien font, ou ont pu faire, ou ont oublié de faire pour se préparer à ce genre de guerre? Alors, j'ai connu des Ukrainiens qui étaient dans les plus petites villes, par exemple sur Slaviansk, qui est donc à la frontière très, très, très près de la Russie. Et donc, ils m'avaient expliqué, ils avaient vu des tanks débarquer du jour au lendemain en 2014. Donc là, j'ai vu des gens qui se préparent, c'est-à-dire qui ont l'habitude de faire des réserves, des stocks pour l'hiver. Donc, ils ont des bocaux, par exemple, où ils vont stocker des légumes, des fruits, de la viande, et avec des méthodes donc, qui sont au point depuis des générations et des générations. Et puis, il y a des Ukrainiens qui vivent en ville, qui n'ont pas forcément préparé beaucoup de stocks ou de solutions de secours. Et en discutant avec pas mal d'Ukrainiens aussi, beaucoup pensaient en fait que le conflit était stable et que ça n'irait pas plus loin. Ils préféraient rester optimistes, quoi. C'est un petit peu, oui, il y a des réactions comme ça un petit peu partout. On observe ça aussi en France, mais beaucoup voulaient rester optimistes. Et puis bon, bah là, finalement, ils ont vu que ça a dégénéré très vite. Et en fait, bon, comme les Ukrainiens en fait ont peu d'argent, des salaires très bas, par exemple, un médecin en Ukraine gagne à peu près 500 dollars, un ingénieur, c'est pareil, 500 dollars. Les Ukrainiens ont l'habitude de s'entraider en famille. C'est pas rare qu'ils vivent avec leurs parents sous le même toit. Voilà, donc là, je pense que ça, ces habitudes de vie vont leur permettre de gérer le choc. Mais enfin, quand même, voilà, c'est un choc pour eux. Et voilà, la situation a dégénéré très vite. Mhm. Est-ce que les gens qui fuient savent où ils vont?
Alors là, moi, j'ai eu en fait des Ukrainiens, des Ukrainiennes qui m'ont contacté, qui m'ont demandé où est-ce qu'ils pouvaient être réfugiés, si c'était possible de se réfugier en France, parce que bon, je sais que la France a commencé à accueillir effectivement des Ukrainiens. Et bah, c'est un peu la panique, quoi. Parce que, bon, je disais par exemple, je crois que l'Australie peut accueillir des Ukrainiens, mais pour ça, il faut demander à l'ambassade australienne qui apparemment est à Kiev. Et on m'expliquait, quelqu'un de Nikolaev m'expliquait, je ne peux même pas me rendre à Kiev, les routes sont bloquées, voilà, il doit y avoir sans doute beaucoup de bouchons, ou soit les routes bloquées par les militaires russes. Et donc, c'est quand même assez bordélique, quoi. Il y a pas Mm. forcément de solution de secours pour énormément, pour des millions d'Ukrainiens. Et voilà, donc ils espéraient beaucoup que le conflit resterait stable. Et on a eu là, les semaines dernières, beaucoup de provocations, beaucoup de menaces. Et bon, finalement, voilà, je pensais pas que ça irait aussi vite, mais là, c'est vraiment parti, quoi. Très bien. Qu'est-ce que, qu'est-ce que l'on peut apprendre pour l'instant, selon toi, de ce qui s'est passé et de ce qui se passe? Donc, comme je disais, pour moi, c'est la démonstration en fait que bloc Est, OTAN et puis Russie sont gouvernés en fait par à peu près les mêmes oligarques qui travaillent en commun, quoi. Le fait d'avoir deux blocs comme ça leur permet de justement justifier des conflits. Donc là, bon, la raison, c'était que l'OTAN empiétait sur la Russie. Mais bon, c'est à peu près la même équipe qui dirige. Ça leur fournit un prétexte pour attaquer. Et je pense pas que si vraiment euh, la Russie était du côté même des Russes, parce que bon, on voit beaucoup de politiques nationalistes russes qui sont enfermés en Russie, notamment des identitaires. Mhm. Il y en a un même récemment qui est mort, ouais, qui est tombé, je crois, qui est tombé de la fenêtre, nu sur le trottoir, quoi. Donc c'était assez, voilà, c'était assez parlant, quoi. Du coup, voilà, on voit pas la Russie ne défend pas forcément les intérêts des Russes, parce que les Ukrainiens et les Russes sont des peuples frères. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont de la famille en Russie. Il n'y a pas de raison de tuer des civils comme ça et de monter deux peuples frères les uns contre les autres, de provoquer des haines, parce que bon là, ça a déjà commencé, quoi. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont déjà euh, plus que fâchés, évidemment, avec la Russie par rapport aux morts qu'il y a pu y avoir. Mhm. Donc, voilà, on voit aussi que Loukachenko et Poutine seraient en train de se mettre d'accord pour envahir et puis récupérer le contrôle en fait des États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. Du coup, voilà, ça va aller vers de plus en plus de provocations. J'avais lu que les Émirats arabes unis aussi commençaient à s'impliquer dans le conflit. Donc voilà, on voit que c'est en train de partir mondialement et c'est très inquiétant. Mhm. En effet, si c'est le cas, c'est effectivement très inquiétant. Le, les gens qui suivent mon travail et qui lisent mes livres se préparent pour faire face à des coups durs. Alors, dans le cas d'une guerre prolongée, dans le cas de conflits qui vont aller en s'amplifiant, avec en plus en Occident des risques de guerres civiles qui sont, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une guerre civile, mais en tout cas des guerres, oui, interethniques à Oui, l'intérieur oui. de l'Occident. Qu'est-ce que cette expérience justement de la vie en Ukraine et de cette menace qui aujourd'hui ça s'avère se transforme en invasion. Comment est-ce que quelles sont les leçons qu'on pourrait donner à mes lecteurs, à mes auditeurs, quant à la manière de se préparer, la manière de s'organiser et s'équiper pour faire face à ce qui arrive? Alors justement, avec un copain français expatrié, on se demandait où investir en Ukraine au niveau, voilà, pour avoir une BAD, la fameuse base autonome durable. Et on pensait plutôt aux montagnes, les Carpates. Mhm. On se disait que c'était les endroits les moins accessibles par l'armée et que c'était peut-être là où on avait plus de chances d'être en sécurité, quoi. Où les tanks passent peut-être moins facilement que sur du terrain plat. Voilà. Par exemple, les États baltes, tout est plat, quoi. Donc, effectivement, si la Russie et la Biélorussie veulent envahir, pour eux, voilà, c'est un boulevard, quoi. Donc, on avait pensé à ça. Et puis, il y a quand même, voilà, une composante. Tu parlais de guerre interethnique. Et puis, bon, on peut dire aussi guerre religieuse, parce que, enfin, essentiellement à cause de l'islam.
qui pour les gens qui ne le sauraient pas encore ou qui avaleraient la propagande qu'on a en France ou ailleurs, est une religion qui impose la conquête, hein, à ses adeptes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix de pratiquer un islam qui serait modéré. Normalement, le musulman est censé conquérir et convertir le monde entier de gré ou de force. Donc les versets sont très clairs là-dessus, les versets du Coran. Donc voilà, il ne faut pas se dire que ça va aller en s'arrangeant en France. Et bon, en Ukraine, avant que ça pète, là, avant que la Russie intervienne, le pays était très pacifique, homogène ethniquement, homogène culturellement. Donc moi, pour avoir été donc à Odessa, mais aussi sur Kiev, sur Kharkov, voilà, il n'y avait pas de problème de sécurité, il n'y avait pas de problème d'agression comme on peut avoir en France, en Allemagne aujourd'hui, avec voilà, avec toute l'arrivée des migrants qu'il y a eu. Et donc du coup, choisir un pays pour sa survie qui est homogène ethniquement, culturellement, c'est déjà un plus. Mais bon, on voit en Ukraine que ça évite pas le chaos, ça évite pas la peur, voire la terreur même. Ça évite pas voilà, qu'il y ait des millions d'Ukrainiens qui cherchent à se réfugier en Pologne et ailleurs. Donc ça ne suffit pas. Donc tu avais parlé d'éléments de sécurité pour assurer sa sécurité, les stocks de nourriture, toutes ces choses-là. Une communauté, un groupe, un clan fiable. Et donc, effectivement, où se placer en Europe, à part les montagnes, ça paraît être vraiment un des meilleurs endroits, quoi, parce qu'il va y avoir des mouvements de population comme on le voit aujourd'hui, des invasions armées voilà, qui peuvent venir de la Russie, mais moi, je pense aussi, comme tu parles d'effondrement économique et que ça peut prendre vraiment la forme de ce qui est arrivé en 2008, c'est-à-dire un krach boursier mondial avec des banques réputées increvables qui disparaissent voilà, en quelques jours, qui font faillite en quelques jours. Beaucoup d'économistes annoncent que cette fois-ci, on peut avoir la même chose avec des bulles spéculatives encore pires, des bulles de crédit qui sont phénoménales, qui ont augmenté de volume de manière complètement délirante quoi, depuis 2008, que cette fois, voilà, on pourrait avoir un krach boursier mondial et dont on ne se relèverait pas. Quoi. Donc avec des banques qui ferment, des guichets de distributeurs bancaires qui ferment, et donc en France, dans des pays comme la France, c'est vraiment le pire, mais en Europe de l'Ouest, on va dire, ça part en guerre civile, en guerre interethnique, en guerre religieuse très rapidement, je pense en quelques jours. Et en sachant que voilà, il y a beaucoup en fait, de musulmans qui sont prêts, quoi, parce qu'on sait que les banlieues en France et ailleurs sont armées. Voilà, la police fait des saisies de milliers d'armes, il y a des kalachnikovs, il y a des lance-roquettes. Donc du coup, voilà, ceux qui espèrent faire survivre en France, faire de l'autonomie et du survivalisme en France, je leur demande, est-ce que vous avez un lance-roquette, quoi? Parce que voilà, est-ce que vous avez un fusil, vous avez des cartouches, vous avez des conserves? Ouais, tout ça c'est très bien, quoi. Mais il faut pas croire que les millions comment on va dire, de chances pour la France qui sont, par exemple, à Paris, vont rester tranquillement dans le bordel parisien, en plein chaos, c'est-à-dire au moment où il y a l'effondrement. Ils vont évidemment se répandre dans toute la France et dans les campagnes. Et puis, voilà, ils vont frapper à votre porte. Et voilà, ça sera pas pour, je sais pas, pour vous livrer du courrier. Donc du coup, voilà, il vaut mieux, voilà, pour les Français qui sont lucides, il vaut mieux partir en Europe de l'Est, en Europe centrale. Et c'est pas garanti de survivre, mais il y a beaucoup plus de chances, en tout cas, d'y arriver, quoi. Mais par contre, l'Europe de l'Ouest va s'embraser, ça c'est sûr. Et ce que je crains, en fait, c'est que euh, on voit par exemple ce qui sépare la France de la Pologne. C'est même pas une journée de voiture, quoi. C'est peanuts. Pareil, pour aller jusqu'à la Russie, si vous conduisez et le jour et la nuit, et sans vous arrêter, peut-être en 2 jours ou 2 jours et demi, vous arrivez à la frontière russe. Donc, en imaginant, voilà, enfin, c'est même pas en imaginant, ça va arriver au moment de l'effondrement, il y a toute une partie des millions, en fait, de, on va dire, d'africano-musulmans qui pourraient envahir la Pologne, la Hongrie, très rapidement, avec beaucoup de matériel de guerre, comme on l'a vu. Donc là, il s'agit vraiment de préparer aussi de manière communautaire et puis d'essayer d'intervenir dans les pays où, s'il y a des Français qui sont expatriés en Pologne, de prévenir des communes, de leur dire est-ce que vous avez du matériel pour protéger vos routes si jamais le pays est envahi? Est-ce que vous avez. Là, ils ont par exemple commencé à construire un mur du côté de la Biélorussie. Mais en fait, il faudrait le construire aussi du côté de l'Allemagne, quoi, parce que voilà, c'est le danger est extrême de ce côté-là.
Voilà, donc voilà ce que je dirais, c'est qu'en fait, l'Europe est vraiment maintenant prise entre le marteau et l'enclume, avec la Russie qui envahit du côté est, et puis avec la menace du côté de l'Europe de l'Ouest de guerre interethnique et religieuse. Très bien, très bien. Quels sont tes projets pour revenir en Ukraine éventuellement? Bah, là, je vais attendre de voir comment ça se passe, parce que pour l'instant, c'est pas dans mes projets de revenir en Ukraine, mais peut-être d'aller en Europe centrale. Et je choisirais en fait, là, je suis en train de voir quel pays est le plus fiable. Mais en sachant que voilà, moi, j'ai pas beaucoup de moyens financiers pour assurer une base autonome durable, donc c'est important en fait pour les Français voilà, qui nous écoutent, qui veulent vraiment survivre, c'est le communautarisme en fait, l'organisation en groupe est vraiment primordiale. Moi, c'est aussi ça ce qui m'a aidé. Et donc ça fonctionne, pour peu que voilà, on y mette du sien et puis qu'on cherche à y mettre des moyens, mais c'est très en dessous en fait par rapport à ce qu'on pourrait faire. Quand je vois un petit peu ce qu'il y a dans les réseaux présents, c'est très en dessous de ce qu'on pourrait faire. Et je vois qu'il y a vraiment aussi une naïveté. Par exemple, je sais que tu as fait plusieurs interviews avec Daniel Conversano, Mhm. qui a aussi édité Guillaume Fay, qui avait écrit le livre La convergence des catastrophes, et qui annonce en fait, grosso modo, à peu de détails près, la même chose que toi, Ouais. ou que d'un collapsologue comme Yves Cochet. Et Mhm. pourtant, comme il est suivi par pas mal de gens, pas mal de Français, il ne parle pas de l'effondrement, il n'encourage pas à se préparer, quoi. Et il y a beaucoup de Français comme ça, et je comprends pas, parce qu'avec tout ce qui se passe depuis le début du coronavirus, tout le délire qu'on a vu, toute la dictature en fait qui s'est mise en place, normalement tout le monde devrait être inquiété et devrait accélérer sa préparation, et c'est pas le cas, quoi. Donc ça, Mhm. vraiment, je trouve ça très inquiétant, et on le voit même chez les Français qui sont expatriés à l'Est. Il y a une espèce de léthargie, quoi, et puis bon, ils attendent que ça se passe, ils pensent que ça va s'arranger, et ah oui, alors je voulais rajouter quelque chose par rapport à Daniel Conversano, c'est qu'il faut savoir qu'il bon, lui, il s'est fait vacciner, mais il avait dit auparavant qu'il avait été testeur de produits pharmaceutiques, quoi, qu'il avait été cobaye pour l'industrie pharmaceutique. Donc là, c'est important, je veux dire, ça devrait vous inciter à la prudence, quoi. Réfléchissez bien Ok. par rapport à ça, parce que Je pense que c'est des erreurs de jeunesse quand on a besoin d'argent, oui, sûrement. oui, 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 Mais oui, mais quant à se faire vacciner, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils se sont fait vacciner pour qu'on les lâche et pour prêter le flanc pour ne pas prêter le flanc à l'investigation, surtout quand on est fiché S, comme je crois que c'est son cas. oui. Et donc, après, est-ce que c'est vrai ou pas? Non, je Mais bon. sais, mais le fait est que oui, il y a eu des problèmes avec ces vaccins. Et alors, j'invite donc les internautes à regarder. Là, je mettrai en lien donc deux canaux Telegram. J'invite les internautes à regarder les canaux Telegram pour se renseigner. Mais voilà, j'ai mis des informations là-dessus, donc voilà, c'est pas, enfin, par rapport à la vaccination, il y a des problèmes très graves. Donc voilà, c'est pas un sujet à prendre à la légère. Et j'ajoute qu'il y a beaucoup, des milliers de scientifiques de par le monde qui sont très critiques là-dessus avec des arguments scientifiques. Donc, on ne peut pas être dans le dogmatisme sur la question et dire oui, ça fonctionne. Enfin, je veux dire, c'est pas une démarche scientifique. Normalement, quand on est scientifique, si on a des arguments en face qui tiennent la route, on accepte de se remettre en question. Et bah, il y a notamment, il y avait eu un discours là qui est devenu célèbre le 28 août 2020 avec le neveu de JFK qui a fait un discours à Berlin où il y avait plusieurs milliers de personnes qui l'ont écouté. Et donc voilà, lui, pareil, très critique par rapport à certaines vaccinations. Mhm. Pareil, il avance aussi ses critiques par rapport à des travaux de scientifiques. Donc voilà, j'invite les gens à se renseigner aussi là-dessus. Et il avait prévenu que les gouvernements allaient abuser des restrictions liées au coronavirus pour supprimer des libertés. C'est exactement voilà, ce qu'on voit depuis 2 ans, quoi. Je viens de recevoir une info hier soir d'un oncologue aux États-Unis qui, dans sa région, dans son hôpital, dit qu'en 2021, ils ont eu 550%, donc 5,5 fois plus, de cancer, de cas de cancer dans les organes abdominaux. Et il dit, il comprend pas ce qui se passe. Peut-être qu'il faudrait regarder ceux qui ont eu ces cancers, ce qu'ils ont fait l'année dernière d'un point de vue médical. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, En oui, tout cas, oui. une augmentation de 5 fois et demi de cancers en une année comme 2021 où il n'y a rien eu de Oui, particulier à oui. part un truc, mais bon, on n'a pas le droit de le dire.
Eh bien, c'est vrai que c'est effrayant, donc il faut se tenir loin pour avoir une santé euh, qui est le moins proche des trucs chimiques que possible. Tout à fait, oui, parce qu'il y a eu en fait, des scandales par rapport notamment à certains adjuvants comme l'aluminium ou le mercure. Je me rappelle d'un docteur qui était passé à la télévision en France qui avait dit, oui, les cas de sclérose en plaques sont passés de 20 000 à 80 000 suite à la vaccination hépatite B. Et voilà, donc lui, voilà, il mettait en... Ouais, c'est Oui, il y énorme. avait un lien, quoi. Voilà, c'est énorme. Donc voilà, pareil pour l'autisme, hein. Je sais que voilà, il y a particulièrement aux États-Unis, il y a une augmentation des cas d'autisme. Et voilà, certains pensent que c'est lié aux vaccinations aussi. Ouais. Alors, est-ce que si les gens qui voudraient suivre, tu parlais tu as un blog, c'est ça? Alors, j'ai deux canaux sur Telegram. Il y a Information libre et Découvrir l'islam. Donc, je D'accord. vais les mettre en lien sous la vidéo. Et voilà, je vous invite vraiment à regarder pour vous informer. Et si vous êtes d'accord avec les informations qu'il y a dessus, à les partager, quoi, parce que en fait, c'est nécessaire que chacun fasse une part de travail, parce que je cherche aussi actuellement avec des camarades à informer en Europe de l'Est, et on a besoin en fait de volontaires pour traduire des vidéos, pour les sous-titrer, pareil, peut-être pour les poster sur des canaux, sur Telegram et autres. Et ça, voilà, on ne peut pas faire le travail de 30 personnes ou de 50 personnes. Il faut vraiment qu'il y ait des gens qui se présentent et ne pas faire la politique du moindre effort, quoi. Parce que j'avais parlé à certaines personnes expatriées en Europe de l'Est et ils me disent ah oui, mais ils sont déjà informés, il y a déjà ça dans leur télévision. Ouais, mais moi je rétorquerais qu'il y a quand même une propagande Netflix qui est constante, il y a la propagande hollywoodienne. Il y a aussi la pornographie sur Internet qui détruit les peuples, hein, parce que ça, c'est un sujet qui est très rarement abordé. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me sidère, quoi, parce que ça fait depuis 20 ans, en fait, que les gosses ont accès à ça quasiment librement. Et en fait, on se dit que tout le monde aurait dû se préparer au survivalisme, quoi, dans ces conditions, parce que c'est un indicateur qui est vraiment un truc qui tourne pas rond. Et en fait, on voit que pour beaucoup même de Français qui sont, on dirait, comme on dit, dans la dissidence, voilà, en fait, s'il n'y avait pas eu l'immigration, ils auraient continué comme ça. Ils continueraient avec cette espèce de truc sur Internet, de pornographie sur Internet qui est en train enfin, qui a envahi le monde entier, qui a une influence en fait, bon, nuisible évidemment. Et en fait, beaucoup de gens font comme si ça faisait partie du quotidien, que c'était un élément normal, alors que c'est vraiment un indicateur que, oui, on a une oligarchie qui ne nous veut pas du bien du tout, quoi. J'appelle vraiment les gens les plus lucides à se réveiller, quoi, si c'est pas déjà fait, quoi, et puis à agir. Même chacun à son niveau, quoi. Bah, Mathieu, je te remercie et je te laisse le mot de la fin avant qu'on se sépare. Bah, écoute, je te remercie Pierrot, merci de m'avoir donné l'occasion de parler. Et puis je sais que tu es suivi par pas mal de gens, donc moi ça me permet de faire passer un message. Et j'espère être entendu par le maximum de gens possible. Et puis bah, écoute, peut-être une prochaine fois, et je te souhaite bonne chance pour la suite, et également aux internautes qui nous regardent. Voilà. J'avais le projet de venir à Odessa, mais là c'est un peu retardé. Ah Mais si si, oui, je voulais parler d'une dernière chose, vraiment une petite parenthèse. Il y avait quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Alex Jones, qui est un pionnier en fait dans l'information sur Internet, Mhm. qui avait informé sur le Bilderberg et d'autres sujets. Et c'est assez étonnant de voir qu'il avait interviewé un ex-gouverneur qui s'appelle Jesse Ventura, qui avait été aussi ex-soldat Navy SEAL et puis aussi D'accord. ex-catcher, je crois, et qui avait joué avec Arnold Schwarzenegger dans deux films, dans Predator et The Running Man, en sachant que The Running Man annonce, en fait, c'est un film d'anticipation qui annonce grosso modo ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Et C'est tiré de ce ah oui, film, Le Danger, le prix une du danger, comédie, exact. Le Prix du Avec Danger. Gérard Lanvin, oui, exact. Exact. Excellent film. Et c'est étonnant de voir en fait que Jesse Ventura était en fait gouverneur comme Schwarzenegger. Et voilà, donc il y a des gens qui pensent qu'on a une époque, voilà, où il y a des signes un petit peu extraordinaires. Donc voilà, je les invite à s'intéresser à ce sujet et puis à regarder en fait les programmes de Jesse Ventura qui avait fait une série de reportages qui s'appelle Théorie du complot en français, et en anglais Conspiracy Theories. Voilà. Elles étaient très, très intéressantes, ces séries. Il a eu le courage de les faire. C'était pas évident. Oui, Pas exact. Et évident. je crois qu'il a été censuré au bout de quelques années, je crois. Ouais. Oui, oui. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Effectivement, bonne remarque.
Ouais. Allez voir ça sur Internet, on les trouve. Voilà, oui, oui, et puis elles sont traduites aussi, les Polonais, et ils regardent pas mal ces Ouais. vidéos, donc voilà. Excellent. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Je vais mettre en ligne C'est moi qui te ça le remercie. plus vite, et puis je t'enverrai le lien. Ok, très bonne journée à toi, Pierrot. À très bientôt. À très Salut. bientôt. Au revoir.